Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 12 mars 2007 et j'ai le plaisir de vous présenter la 4e émission d'Entre nous soit dit. 12 mars 2007, lendemain du jour où M. Chirac vient de nous annoncer qu'il ne se représenterait pas à nos suffrages. Et pour parler de cela et de beaucoup d'autres choses, j'ai invité Dominique Jamet, directeur de la rédaction de François. Dominique Jamet, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes un de nos journalistes les plus prestigieux. Ça fait très longtemps que vous avez illustré de votre talent de nombreux journaux. Un de ceux en particulier qui sont un petit peu devenus historiques maintenant, c'est le Quotidien de Paris. Vous avez été un des éditorialistes, et puis beaucoup d'autres, et voilà que vous avez repris la direction, plus exactement, la direction de la rédaction de François. Donc nous viendrons dans un instant à François, mais auparavant, j'aimerais savoir ce que vous inspire la déclaration de M. Chirac. Alors, moi, je le sais déjà un peu, puisque je vous ai lu ce matin, mais enfin, je vous laisse quand même l'expliquer à nos téléspectateurs. Écoutez, si on commence par le plus simple, Jacques Chirac a annoncé hier qu'il ne briguerait pas un 3e mandat, et tout ce que l'on sait de Jacques Chirac et ce que l'on a vu de sa carrière politique comme député, comme ministre, comme Premier ministre et enfin comme président de la République pendant 12 ans, donne à penser que s'il avait pu se présenter, il se serait présenté. Du reste, la surprise n'a pas été immense. Aussi bien les intentions de vote en faveur de Jacques Chirac au cas où il se serait présenté, il y a eu quelques sondages dans ce sens il y a plusieurs mois déjà, que la mainmise progressive, mais à peu près totale, de Nicolas Sarkozy sur l'UMP ne laissait pas d'espace au président de la République actuelle pour briguer un 3e mandat, et je pense qu'il n'aurait pas... Il aurait trouvé les 500 signatures, mais je pense qu'il n'aurait pas trouvé de soutien, ou pas beaucoup de soutien, et qu'il n'aurait pas fait un score honorable, ni même admissible. Tout au plus aurait-il pu, une fois de plus, diviser son propre camp. Il y a renoncé, c'est la sagesse. Donc, pas de surprise véritable. Pas de surprise. Surtout depuis qu'en effet, son espace politique s'était considérablement réduit. Et on peut faire beaucoup de reproches à Chirac, et vous ne vous en privez pas dans l'éditorial que vous avez signé aujourd'hui dans François, mais celui qu'on ne peut pas lui faire, c'est d'être irréaliste sur le plan électoral. Il sait compter, il sait faire des pronostics, et somme toute, s'il a été parfois battu, et même assez souvent, il a été souvent élu aussi, oui. Et donc il connaît la mécanique électorale. Bon, cela étant dit, l'essentiel n'est pas là. Il n'est pas non plus dans le maquillage grand guignolesque dont il nous a gratifié. Je veux dire que j'ai rarement vu un homme politique aussi mal maquillé. Ce n'est pas ma spécialité, je vous le dis tout de suite. Enfin, je suis téléspectateur comme tout le monde, et il n'était pas abracadabrantesque, mais grand guignolesque. Bon, enfin, passons sur cette petite erreur. Pourtant, on nous a tellement rebattu les oreilles avec la communication de M. Chirac et tous ceux qui s'y emploient. Enfin, cette fois-ci, ça n'a pas été réussi. En revanche, sa déclaration, alors là, je vais de nouveau évoquer François et même le montrer. Alors, voici la une de François aujourd'hui. Jacques a dit, aimez-vous. Alors, ça m'a fait penser à la chanson d'Edith Piaf, La Goualante du pauvre Jean. Ça se termine comme ça, aimez-vous. Voilà. La Goualante du pauvre Jacques. La Goualante du pauvre Jacques. Voilà, donc à lire absolument aujourd'hui, et les autres jours, on en parlera dans un instant. Donc, nous nous trouvons face à une situation qui, contrairement à toute attente, devient intéressante. Bon, au début, on pouvait se dire, après tout, le duel annoncé, tant annoncé, peut-être pas tant voulu, mais en tout cas tant annoncé entre Mme Royal et M. Sarkozy, ne laissait pas place à beaucoup de suspense, sauf sur la qualité de l'élu. Mais maintenant, voilà qu'un 3e homme est arrivé. Alors, il y a déjà quelqu'un qui s'était illustré, c'était un cinéaste du nom de Carol Reed qui avait fait un film comme ça, qui était d'ailleurs avec Orson Welles, qui avait laissé de grands souvenirs. Donc, M. Bayrou, semble-t-il, avec pas mal d'années de politique derrière lui, apparaît comme un homme neuf. Qu'est-ce que cela vous inspire ? En 2002, Jospin, qui était Premier ministre et pouvait se prévaloir d'un bilan honorable, avait fait un peu moins de 16% des voix. Et son adversaire, Jacques Chirac,
président sortant avait fait, si je me rappelle bien, 19% des voix. C'est-à-dire que l'étiage ou le niveau d'un candidat représentatif du Parti socialiste, c'était moins de 16%. Le niveau véritable de Jacques Chirac, qui au second tour a été élu, totalement réélu avec 82% des voix, son niveau véritable, c'était 19%. C'est monsieur 19%. Du côté de la gauche, il faut tenir compte du fait qu'il y avait une multiplicité de candidats, donc il n'y a pas eu cette fois-ci de candidature autre que celle dans la gauche officielle, autre que celle du Parti socialiste. Il est donc assez normal qu'une grande partie des voix ou des électeurs qui s'étaient portés sur Chevènement ou sur Madame Taubira se soient reportés sur Ségolène Royal, la mettant à un niveau plus élevé que celui de Jospin. Et dans la mesure où il y a désormais un grand parti, où il y avait un grand parti supposé parti unique de la droite, il était normal aussi que Nicolas Sarkozy, laissant de côté pour l'instant sa personnalité, ait atteint lui aussi un score nettement supérieur à celui de Jacques Chirac, un score en intention de vote, nettement supérieur à celui de Jacques Chirac. Cela dit, est-ce que les choses avaient changé au point que les Français, ou qu'un grand nombre de Français, qu'un très grand nombre de Français soient satisfaits de la façon dont ils ont été gouvernés depuis 5 ans et ressentent une grande envie de voter pour l'UMP, ça ne me paraît pas évident. Et symétriquement, est-ce que le Parti socialiste, à l'heure actuelle, tel qu'il est un parti attirant, est un parti prestigieux, est un parti à qui l'on peut faire confiance pour l'alternance? Je ne le crois pas. Là, les scores élevés, et même il y a 1 mois et demi très élevés, que faisaient Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal, qui à eux deux trustaient 60% des intentions de vote, s'explique, je le crois, très très largement par le fait que tous deux sont apparus comme des personnalités jeunes, renouvelant en tout cas le personnel politique, et que dans un premier temps, il y ait eu un mouvement d'adhésion vers l'un comme vers l'autre. Et puis, à la réflexion, je pense que c'est le temps passant, je veux dire, il me semble que Ségolène Royal a déçu. Les campagnes menées contre Sarkozy ont dû avoir une certaine efficacité, et à ce moment-là, je réponds très directement à votre question. À ce moment-là est apparu François Bayrou, il a émergé, puis il a monté, puis il a monté, puis il a monté au rythme de 3 points par semaine. Ces 2 dernières semaines, c'est tout à fait extraordinaire. Et très clairement, très évidemment, l'ascension prodigieuse de François Bayrou, des 6% qu'il lui était attribués en novembre aux 23-25% qui lui sont attribués aujourd'hui, s'explique par la position de rebelle, un peu rebelle qu'il a prise, par la position de rupture qui a été la sienne, et les votes les intentions de vote qui se portent sur lui à l'heure actuelle s'expliquent avant tout par le rejet des 2 grands partis de gouvernement et de ceux qui les incarnent. Pour Ségolène Royal, puisque François Bayrou prend des voix à la gauche, il en prend aussi à la droite, pour Ségolène Royal, s'apercevant en cours de campagne, il y a quelques jours, 15 jours, disons, que ça ne mordait plus, que ça ne prenait pas, et même que les intentions de vote en sa faveur s'effritaient, elle a pensé, ou elle s'est laissée convaincre, qu'il lui fallait s'entourer de personnes différentes de celles qui avaient mené sa campagne dans les premiers temps, en clair, que le secours des éléphants, des grands anciens du Parti socialiste, lui serait profitable. Il semble que ce soit exactement le contraire. Et le fait que Ségolène Royal, qui s'est présentée comme une personne avant de se présenter comme représentante d'un parti, Ségolène Royal qui parlait de changement, ce qu'il fallait comprendre autant comme changement par rapport au gouvernement de la droite que comme changement vis-à-vis du Parti socialiste, apparaît aujourd'hui prisonnière des socialistes, prisonnière de son parti, et manifestement cela rebute. Quant à Nicolas Sarkozy, j'y reviens, la campagne que mène contre lui depuis longtemps déjà, depuis plusieurs mois, tout ce qui se réclame de la gauche, c'est-à-dire non seulement les partis, mais les journaux et les associations qui appartiennent à la mouvance de gauche, cette campagne a dû être efficace
Et je pense que les voix que François Bayrou enlève à Nicolas Sarkozy, arrache à la droite, sont les voix de gens qui considèrent, à tort ou à raison, que finalement Nicolas Sarkozy est quelqu'un d'inquiétant, est quelqu'un de dangereux, est quelqu'un dont les tendances autoritaires pourraient menacer la cohésion nationale. Donc, sans préjuger de la suite des événements, et c'est pour ça d'ailleurs que les intentions de vote en faveur de François Bayrou sont réputées volatiles, susceptibles de changer, de retourner ailleurs, je pense que François Bayrou monte par défaut. Alors, il y a une autre question, une autre interrogation que nous pouvons faire. Vous parliez de rupture. Alors, effectivement, comment se fait-il que M. Sarkozy fasse campagne sur le thème de la rupture et que celui qui en bénéficie, c'est M. Bayrou, qui lui, bon, certes, dit vouloir autre chose. Pendant des mois et des mois, il a parlé du changement, sans jamais dire d'ailleurs ce qu'il mettait dans le changement. Et voilà que tout d'un coup, les gens croient au changement de Bayrou et ne croient pas à la rupture de Sarkozy. Alors, est-ce que c'est sa personnalité? Est-ce que c'est autre chose? Nicolas Sarkozy a essayé de tenir, et continue d'essayer de tenir, une position, enfin de tenir les deux bouts de la chaîne, car il a beaucoup insisté, surtout dans les débuts de sa campagne, sur ce thème de la rupture, et dit qu'il serait très différent, que son gouvernement ou sa présidence serait très différent de ce qu'ont été la présidence de Jacques Chirac et les gouvernements qui se sont succédés, notamment pendant le quinquennat de Raffarin et de Villepin. Et progressivement, il a été amené, pour des raisons électorales évidentes, à incarner également la continuité. C'est-à-dire que comme il a derrière lui la totalité ou la quasi-totalité de la majorité sortante, c'est un peu symétrique d'ailleurs à Ségolène Royal, finalement, dans un style différent, à travers des cheminements différents. Mais il a été amené progressivement à assumer toute la majorité. Dès lors, il apparaît moins crédible qu'il ne l'était au début, comme le candidat de la rupture. Toutes les fois que quelqu'un se rallie à Sarkozy, et le dernier en date, c'est Villepin, même s'il l'a fait tardivement, même s'il l'a fait à regret, toutes les fois que quelqu'un d'important de la majorité sortante se rallie à Sarkozy, cela rend moins crédible le thème de la rupture, et cela amène Sarkozy à être plus conciliant avec ses prédécesseurs, avec la majorité sortante. Sarkozy en est venu à dire hier, et ce matin encore, que rien ne lui serait plus précieux, rien n'aurait plus de poids que l'éventuel soutien du président de la République. Alors à ce moment-là, on cherche la rupture et on ne la trouve plus. Et François Bayrou, c'est un paradoxe qui est assez ancien, lui aussi pas très ancien en politique, mais enfin, il a derrière lui une carrière d'environ un quart de siècle en politique. Donc ça n'est pas tout à fait un homme nouveau, en dépit de ce qu'il aimerait donner à croire. Et il a quand même été, notamment, ministre de l'Éducation nationale pendant 4 ans. Pendant longtemps aussi, jusqu'en 2002, il a fait partie de la majorité de droite. Mais, et c'est là que vient le paradoxe, François Bayrou a été si terne, si inexistant comme ministre de l'Éducation nationale qu'il ne laisse aucun souvenir dans la collectivité qui le rattache à l'ancienne majorité, et il a trouvé le moyen pendant très longtemps de mener une carrière politique honorable et même brillante, sans être pour autant connu des Français. Il ne traîne pas, en d'autres termes, un passé, un passif qui l'identifierait à cette majorité de droite dont il a été longtemps membre. Et puis il a mené, il faut le dire, une campagne à la fois simple et remarquable jusqu'à présent, mais peut-être que les campagnes les plus simples sont les plus remarquables. S'attaquer comme il l'a fait aux médias, donc aux élites, donc à la sphère de connivence, aux grands groupes industriels, aux élites parisiennes, à la sphère, à la bulle, c'est quelque chose qui va à l'heure actuelle droit au cœur de beaucoup de Français. Même d'autant plus qu'il a été véhément, il a changé, il a mis le paquet. Il a changé de style, et manifestement cela plaît, si bien que jusqu'à présent, il semble bien que les gens qui ont adhéré à François Bayrou n'en sont pas encore au stade, la question est de savoir si ce stade viendra, où ils lui demanderont fortement, sérieusement, ou lui poseront sérieusement les deux questions délicates, mais au fait, M. Bayrou, avec quelle majorité gouvernerez-vous? Il a commencé d'y répondre, et pourquoi faire?
il n'y a pas répondu du tout. C'est vrai que lorsque Sarkozy, ou tout autre d'ailleurs, aussi bien que François Hollande, lorsqu'ils disent qu'il est, ou qu'il serait difficile de faire fonctionner à l'intérieur d'un même gouvernement, d'une même majorité, des gens et des partis qui ont des opinions quand même radicalement opposées sur les 35 heures, sur la privatisation, sur le régime fiscal, sur les priorités gouvernementales, ça paraît assez probant. Et en réalité, ce qui se profile, ce qui n'est pas stupide, loin de là, mais c'est ce que personne n'a réussi jusqu'à présent, enfin, ce que presque personne n'a réussi jusqu'à présent, puisque Bayrou se réfère au général de Gaulle, qui lui a réussi cela à 2 reprises. Ce que souhaiterait François Bayrou, c'est fonder une majorité nouvelle. C'est faire en sorte que, ou bien les partis tels qu'ils sont adhèrent à sa présidence, ou bien que les partis éclatent et forment un grand groupe derrière lui. Et c'est vrai que De Gaulle avait réussi à neutraliser quelque temps les partis en 44-46 et que en 58-59 il a porté un coup, il a largement détruit les partis traditionnels et les a amenés à se fondre dans l'UNR. L'idée d'un nouveau parti est l'idée la plus, l'idée de fonder un nouveau parti, d'agglomérer derrière lui, comme il le dit maintenant, une majorité démocrate aux dépens du Parti socialiste et de l'UMP, est le chemin le plus vraisemblable et le plus raisonnable pour Bayrou. Alors, ce qui est très intéressant également dans le phénomène Bayrou, c'est que on pouvait le lire dans les sondages, non pas d'intention de vote, mais dans les sondages de prise de position sur la situation française. Il y a eu toute une série de sondages qui ont indiqué qu'environ entre 70 et 75% des personnes interrogées considéraient que Bayrou avait raison de renvoyer dos à dos l'UMP et le PS, et donc par conséquent Sarkozy et Ségolène Royal. Il y avait là une marge de progression extraordinaire. Quand 75% des gens considèrent que votre position est correcte et qu'elle correspond à cela, donc on rejoint effectivement l'analyse que vous venez de développer, et aussi le fait que depuis 1981, toutes les majorités sortantes ont été battues, donc il y a la volonté d'autre chose, et comme battre Sarkozy au profit de Royal ou Royal au profit de Sarkozy, ça ne semble pas enthousiasmer les électeurs, eh bien ils se sont tournés vers Bayrou. Ça me paraît absolument, mais un mouvement profond. Ce qui a fonctionné relativement bien jusqu'en 95, disons entre 86 et 95, c'est-à-dire à 3 reprises, 86, 93 et à 4 reprises, 86, 88, 93, 95. Ce qui a fonctionné, c'est en effet le principe de la défaite de la majorité sortante et l'alternance. C'est-à-dire que lorsque la gauche avait déplu, une majorité se retournait vers la droite, lorsque la droite avait déçu, une majorité se tournait vers la gauche. Et en 2002, ça n'a pas fonctionné, il faut bien le dire, c'est-à-dire que le deuxième tour escamoté, le deuxième tour mensonger, dû à la panique provoquée par le succès relatif de Jean-Marie Le Pen, ça n'a pas marché. Les Français n'étaient pas prêts, tant s'en faut, à aller vers la droite pour punir Jospin, et pas plus vers la gauche d'ailleurs, donc ils étaient prêts à se débarrasser de la majorité sortante, il n'y avait pas d'adhésion du tout à une majorité nouvelle, et cette fois-ci je pense que beaucoup d'éléments donnent à penser la tendance sur le long terme, ce que l'on sait, ce que l'on entend des réactions des gens, et naturellement les sondages, beaucoup d'éléments donnent à penser que le niveau auquel se situe au moment où nous parlons, Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal n'est pas un niveau où ils resteront. Il est probable qu'ils descendront progressivement vers des chiffres plus proches de ceux qu'ont recueillis Chirac et Jospin en 2002. Et alors, nous sommes effectivement, quand on considère les courbes, parce que c'est toujours ce qu'il faut faire en pareil cas, face à une situation qui est vraiment lumineuse quand on les regarde. On voit très nettement une chute rapide en 2 mois de Sarkozy, qui a perdu beaucoup de points. Une chute beaucoup plus lente de Ségolène Royal qui semble quand même, je dirais, assez axée sur un fond qui tient en raison de ce que vous avez signalé tout à l'heure, c'est-à-dire l'absence de candidat de son propre camp, et puis alors une courbe très ascendante de François Bayrou. Donc si la règle générale de ce genre de scrutin se vérifie, à savoir que quand les courbes ont commencé à aller l'une vers l'autre et finissent par se croiser, là on pourrait, sans être imprudent quand même, essayer de voir dès aujourd'hui le résultat de l'élection. Personnellement, je ne serais pas stupéfait que Bayrou arrive premier.
même si, pour l'instant, on n'en est pas là. Arrive premier au premier tour. J'ai bien compris. Et s'il arrive premier ou s'il se qualifie, s'il arrive premier au premier tour ou s'il se qualifie pour le second tour, ses chances au deuxième tour sont quand même très grandes. Oui, parce qu'il semble, d'après les sondages, mais aussi d'après ce qu'on peut constater, qu'il battrait l'une et l'autre. C'est assez logique. S'il est aux alentours de 20-25% au premier tour, il aura besoin d'un appoint quand même considérable pour être vainqueur au deuxième. Mais cet appoint, aussi bien s'il est opposé à Sarkozy, la gauche peut le lui fournir, si elle le veut bien. S'il est opposé à Ségolène Royal, la droite peut le lui fournir. Il n'en est pas certain du tout que Sarkozy, s'il est au deuxième tour et que Bayrou n'y est pas, bénéficie d'un semblable report. Et c'est la même chose pour Ségolène Royal. Il est le mieux placé pour recueillir des reports, sauf si la gauche, ce qui est parfaitement possible évidemment, refaisait le coup de 1969, Pompidou contre Poher, bonnet blanc, blanc bonnet, nous ne nous en mêlons pas, nous nous abstenons, pour nous Sarkozy est le pire, mais Bayrou ça n'est pas bien non plus, et à ce moment-là ce serait évidemment le succès assuré, garanti pour Sarkozy. Mais il n'est pas sûr que les électeurs suivent éventuellement de telles consignes. L'image qu'une propagande active et incessante donne depuis maintenant plus d'un an, peut-être 2 ans, de Sarkozy, lui a quand même évidemment considérablement nui auprès de la gauche. Sarkozy est considéré par beaucoup de gens en France très sérieusement comme un danger pour la démocratie, comme un homme autoritaire à tendance peut-être fasciste. Le fait qu'il ait besoin des électeurs du Front National et qu'il ait donné ces derniers temps indiscutablement quelques gages au Front National ne peut que renforcer cette idée, et donc il serait assez normal, assez logique, si Bayrou était opposé à Sarkozy, que la gauche lui assure le renfort nécessaire pour l'emporter. Alors, il reste encore une inconnue, plusieurs autres, mais enfin une inconnue majeure à l'heure où nous parlons, c'est-à-dire le 12 mars 2007, c'est le sort que les parrains, au sens le plus électoral du terme, vont réserver à Jean-Marie Le Pen. Il lui manque, paraît-il, une 50aine de signatures, il reste 5 jours. Est-ce qu'il va les avoir? Est-ce qu'il ne va pas les avoir? Première question. Je ne sais pas si vous avez une idée sur la question. Deuxième question, à supposer qu'il soit absent, quelles répercussions? Si Jean-Marie Le Pen était absent de l'élection présidentielle, ce serait un déni de démocratie, et ce déni de démocratie aurait des conséquences que nul ne peut prévoir, c'est-à-dire qu'il y aurait un paquet de 4 à 5 millions d'électeurs qui n'auraient plus la possibilité de choisir leur candidat préféré au premier tour. Que feraient-ils? Abstention, report sur n'importe qui, représailles au premier ou au deuxième tour contre des gens qu'ils estimeraient responsables de cette situation, mais tout donne à penser que cette fois-ci encore, Jean-Marie Le Pen aura, au justesse, aura finalement ses signatures, et le fait qu'il ait déclaré hier que finalement il n'était plus très inquiet donne à penser qu'on va vers quelque chose de raisonnable. Cela dit, les commentateurs se sont partagés, c'est leur affaire. Il y a ceux qui disent que le système des parrainages est bon au total et qu'il ne faut pas le changer. Il y a ceux qui pensent que la démonstration est faite une fois de plus qu'il faut au contraire le changer, et qu'un système, dans une démocratie, un système qui permet à un barrage filtrant de 36 000 personnes d'empêcher éventuellement 4 ou 5 millions de personnes de voter comme elles l'entendent n'est pas un bon système. Alors, il y a un autre fait marquant dans cette campagne, ou plutôt l'absence d'un fait marquant, c'est qu'on ne parle pas vraiment de programme. Il y a bien ici et là quelques vagues programmes, quelques tentatives de chiffrer les propositions des uns et des autres, mais des grands sujets qui préoccupent ou qui devraient préoccuper les Français, il n'est pas question. On ne parle jamais d'immigration, un grave problème. On ne parle jamais des problèmes posés par la sécurité sociale, par les retraites, par la maladie, la retraite et tout le reste. Et on pourrait aligner encore bon nombre de sujets. Alors, comment expliquez-vous le fait que les Français, finalement, semblent quand même intéressés par cette campagne, alors qu'on ne leur parle pas de ce qui les préoccupe vraiment? Vous savez, quand on demande, je me rappelle, c'est fort ancien, je me rappelle que quand on demandait aux lecteurs du Figaro littéraire
ce qu'il souhaitait. Il voulait avant tout des papiers de haute tenue, de très grande qualité, d'un très haut niveau, que ce soit scientifique ou culturel. Leurs exigences étaient de très haut niveau. Dans la réalité, ça n'a pas empêché le Figaro littéraire de péricliter, et les gens de se porter vers des journaux plus attractifs. En politique, il y a toujours prétendument une grande demande de programme et l'incapacité, il en est de même lorsqu'il y a un référendum constitutionnel, par exemple, si vous voyez ce que je veux dire, une incapacité de la plupart des gens de lire dans son entier et d'absorber un programme avec ses dizaines ou ses centaines de propositions. Il y a cependant débat lorsque lorsque les candidats parlent quand même programme, fût-ce sur quelques axes simples, et que se dessinent de très fortes oppositions. Je veux dire que, pour prendre l'exemple le plus récent d'élection présidentielle à dimension programmatique, je pense que la plupart des électeurs qui ont voté pour François Mitterrand en 1981, ou qui ont voté contre François Mitterrand et pour Giscard en 1981, n'avaient pas lu et étudié de très près les 110 propositions ou les contre-propositions de Giscard. Mais ils savaient quand même de quoi il s'agissait. Ils savaient parfaitement qu'au programme de François Mitterrand, il y avait par exemple les 40 heures, la retraite à 60 ans et les nationalisations. Et qu'à l'inverse, Giscard n'en était pas partisan. Il y avait là des thèmes d'opposition quand même très très forts. Et en gros, les gens savaient où ils allaient quand ils votaient Mitterrand, savaient où ils allaient quand ils votaient Giscard. Donc vous êtes partisan de l'idée qu'après tout, l'électeur, c'est presque toujours ce qu'on cherche à lui vendre, et que quand il achète, c'est... Attendez, oui, enfin, encore... Non, je vous rejoindrai au contraire. Sur l'élection actuelle, encore faut-il qu'on lui parle des vrais sujets. Il y a deux sujets au moins que les deux candidats qui étaient au départ les grands favoris évitent pratiquement, c'est l'Europe. Ils sont tous deux partisans du oui. Ils étaient tous deux partisans du oui au référendum dans un pays qui a voté non. Il semblerait qu'il y ait une espèce d'armistice, de convention tacite. On ne va pas en parler. Quel bien cela nous ferait-il? Puis en plus, nous ne sommes même pas au fond en désaccord. N'en parlons pas. Il est dommage d'ailleurs pour la démocratie qu'on n'en parle pas, tout simplement. Qu'il n'y ait pas eu que cette élection ne mette pas aux prises des partisans du non crédible et des partisans du oui. Bon. Et puis sur l'immigration, effectivement, c'est un sujet que l'on évite de traiter à fond. Alors, nous allons y revenir dans un instant, car il nous faut marquer une brève pause technique, de manière à ce que nous soyons tout à fait dans le cadre de cette émission. Donc, à tout de suite. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de cette émission, au cours de laquelle nous évoquons les grands problèmes qui se posent actuellement à la France. En tout cas, nous évoquons les problèmes électoraux. Nous venons de le faire avec Dominique Jamet, directeur de la rédaction de France Soir. Et nous venons de parler donc, de l'aspect d'abord purement électoral, et puis des programmes qui semblent un peu absent quand même, et nous venions d'évoquer, juste avant cette pause technique, le problème de l'immigration, qui ne donne pas lieu non plus à beaucoup de développement, dirais-je. Qui commence à donner lieu quand même à une querelle. Il est sûr que le sujet n'a pas été traité à fond, et que Nicolas Sarkozy, lorsqu'il a préconisé l'autre jour, ou envisagé, la création d'un grand ministère de l'immigration et de l'identité nationale, a présenté cette mesure comme une mesure simplement de rationalisation. Les problèmes de l'immigration sont à l'heure actuelle dispersés, morcelés entre plusieurs ministères. Faisons une simplification administrative, faisons qu'un seul ministère s'en occupe. Mais s'en occupe, pourquoi faire? Ça a passé comme une colossale finesse, comme disait Francis Blanche dans un film. La dénomination du ministère de l'immigration et de l'identité nationale, sur un sujet qui en réalité est plus que sensible, il est brûlant, permet effectivement des attaques qui sont venues tout de suite contre Nicolas Sarkozy et sa politique. Mais en réalité, tout le monde le sait bien, il y a en France à l'heure actuelle, et ça c'est un véritable débat, c'est un immense débat, il y a des gens qui, soit pour des raisons humaines, soit pour des raisons affectives,
ou encore par fidélité à ce que doit être véritablement la gauche, aux idéaux de la gauche, et aux idéaux internationalistes notamment, ou par adhésion à l'idée plus récente et vastement répandue que sur cette terre, je dirais, c'est une idée, elle n'est pas à proprement parler écologiste, mais nous sommes sur une seule et même planète, nous sommes des êtres humains avant d'être des Français, des Allemands, etc., etc. Il y a des gens qui pensent donc, ou qui agissent ou n'agissent pas, comme s'ils estimaient qu'il était au total souhaitable, inévitable peut-être, souhaitable, que la France devienne de plus en plus largement ce qu'elle est en train de devenir, une France métissée, une France colorée. C'est un pays qui a accueilli au total, les statistiquement, mais enfin d'après ce qu'on croit en savoir, 6 ou 7 millions d'étrangers. Depuis une cinquantaine d'années, ça n'est pas rien. Et ces étrangers, alors là, contrairement à ce que disent les statistiques de l'INSEE et l'INED, il semble bien qu'ils soient légèrement plus féconds que les Français de souche, et que l'explication prodigieuse, que l'augmentation prodigieuse de la population française en 50 ans leur soit due pour une large part. La France est passée des 40 à 60 millions d'habitants après avoir stagné pendant un siècle autour des 40 millions d'habitants. Je pense que cela a un lien avec l'immigration. Bon. Quoi qu'il en soit, cet apport de population nouvelle introduit fatalement des changements. Je parlais de changement de couleur, de changement de peau. Ça, c'est visible. Mais il y a aussi des changements dans les mœurs, des changements de coutumes, des changements d'équilibre confessionnel, des problèmes sociaux, éthiques et ethniques qui peuvent se poser, que cela pose. Et le fait est que, manifestement, l'intégration d'un certain nombre d'étrangers, et curieusement plutôt de la deuxième génération que de la première, de gens d'origine étrangère dans la communauté française, ne va pas de soi. Bon. Il y a des gens qui pensent qu'il faut aller vers cependant continuer à aller dans cette direction, et il y a beaucoup de gens qui continuent à nier la réalité des problèmes posés par l'intégration de populations immigrées. Et puis il y a à l'inverse, un certain nombre de gens qui, soit par fidélité, par traditionnalisme, par fidélité à une certaine France, rurale, catholique, hiérarchisée, ordonnée, qui tend à devenir un souvenir, soit parce qu'il ne leur paraît pas cohérent de continuer à admettre sans contrôle, ou de continuer à admettre tout simplement des populations nouvelles alors qu'on n'est pas capable d'intégrer, de loger, d'employer des immigrés plus anciens. Il y a des gens aussi qui craignent de façon plus vaste que toute la misère du monde déferle sur la France et que ce ne soit plus une France de 60 millions qui est notre avenir, mais une France de 70 millions, de 80 millions, de 90 millions d'habitants, et qu'il en soit de même d'ailleurs de toute l'Europe, qu'elle accueille des populations venues d'ailleurs en grand nombre, avec les problèmes que cela risque de poser. Parce que, il faut dire quand même au passage, que lorsque l'on parle en France de l'immigration comme si c'était un problème purement français, on triche, c'est un problème européen, puisqu'à l'intérieur de l'Europe il n'y a pas de frontières, et qu'un étranger admis, et a fortiori bien sûr, un étranger naturalisé en Allemagne ou en Espagne est un étranger qui peut venir travailler en France ou en Italie ou en Angleterre, vivre et travailler en France, en Italie ou en Angleterre. Et en réalité, le lien logique entre, il y a un lien logique entre immigration, sécurité et emploi. Une partie des Français pense que l'immigration crée des problèmes en matière de sécurité et qu'elle crée des problèmes en termes d'emploi ou de niveau de vie. Une autre partie des Français pense que non. Ou dit que même si c'est vrai, ça n'a pas d'importance. Il faudrait que le débat porte là-dessus. Alors j'ai essayé, figurez-vous, de lancer ce débat, non pas exactement dans ces termes, mais d'une manière un peu plus pragmatique. J'ai écrit plusieurs articles qui visaient à poser la question suivante. La France, l'Europe éventuellement, a-t-elle besoin de plus d'immigrés ? J'ai eu un succès extraordinaire, personne n'a rien repris de tout cela. Or, c'est vraiment un problème majeur, puisque non seulement il y a tous ces éléments que vous venez d'indiquer, mais il y a en plus
une frontière à fixer. Alors non pas la frontière du pays, mais la frontière du nombre de personnes qu'on peut accueillir. Nous avons actuellement, dans les pays développés qui n'aspirent pas, dont la population n'aspire pas à immigrer, 800 millions de personnes à peu près, disons même 1 milliard à la limite. Bon, et il y a 6 milliards et demi de personnes sur Terre. Alors, est-ce que nous avons vocation, nous Français, à accueillir 5 milliards de personnes? Bon, je le dis volontairement de manière un petit peu ridicule, parce que personne ne pourrait penser cela, mais au fond, l'immigration sans limite, l'immigration sans caractère qui permettrait de la doser éventuellement, c'est quelque chose qui mérite d'être étudié, on ne le veut pas. Alors on nous oppose d'un côté le concept d'immigration choisie sans nous dire si cette immigration choisie remplace une autre immigration. Et je vous rappelle quand même que les chiffres officiels indiquent qu'il y a 350 000 personnes chaque année qui rentrent en France. Donc j'avoue que je ne comprends pas très bien, et peut-être qu'en tant que directeur de la rédaction de François, finirez-vous vous-même, mais vous n'êtes là que depuis 1 mois, par ouvrir ce débat. On sent bien que sur cette question, et je dirais derrière cette question, se heurtent de conceptions tout à fait respectables toutes les deux, et qui correspondent tout simplement à la droite et à la gauche. Plutôt l'idéal que le réel, plutôt la générosité que la fermeture, plutôt le laxisme, disons, que la rigueur, plutôt l'accueil que la répression. Tout dépend de la France que l'on veut avoir, ou plutôt de la réponse qui sera donnée aux questions de l'immigration, dépendra la France que l'on aura. Ce qui est tout à fait remarquable, c'est que il est arrivé à Chirac, de façon extrêmement maladroite, d'exprimer quelques réticences vis-à-vis de l'immigration, et le bruit et l'odeur, ça le poursuit depuis la campagne de... Était-ce celle de 93 ou était-ce celle de 88? Il y a des odeurs tenaces, je crois. En politique. Giscard, un jour, a parlé d'invasion, oui. Et on le lui reproche encore. Rocard a dit, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Sarkozy parle... On ne lui reproche pas. Sarkozy parle... il n'assume pas vraiment. Et Sarkozy a parlé d'immigration choisie. Et chaque fois que l'on touche à ce sujet, il y a un tollé, ce qui est d'ailleurs intéressant, mais ce qu'il faudrait voir de plus près, parce que je ne prétends pas connaître la vérité, et je ne crois pas qu'on la connaisse à l'heure actuelle. Ce qui est intéressant, c'est qu'une partie de la population française est à l'heure actuelle d'origine étrangère, vient de l'immigration, et donc une partie de cette population d'origine étrangère est favorable à une immigration, sinon sans contrôle, au moins très largement acceptée, est hostile à une politique dite de répression. Solidarité, souvenir, identification, et une autre partie de la population d'origine immigrée fait partie des catégories, des franges les plus hostiles à l'immigration, car des gens qui sont arrivés en France il y a 50 ans, 40 ans ou 30 ans, qui ont réussi à y avoir leur place, qui ont envoyé leurs enfants, voire naturellement leurs petits-enfants, à l'école ou au lycée, qui ont réussi à s'insérer relativement facilement dans une société européenne qui n'était pas la leur, craignent que l'afflux de nouveaux arrivants entraîne des réactions xénophobes ou racistes ou hostiles, et craignent aussi que ces nouveaux arrivants tirent vers le bas la société française. Paradoxalement, il y a un certain nombre, en apparence, il y a un certain nombre de gens d'origine étrangère qui sont parmi les plus hostiles à l'immigration étrangère. Jean Dutour, qui a été pendant longtemps un collaborateur de François, avait une proposition amusante et iconoclaste. Il proposait un référendum sur l'immigration, mais auquel ne voteraient que les immigrés, et il garantissait le résultat. C'est assez amusant, c'est probablement le deuxième volet que vous venez d'évoquer. Il y a un grand mensonge qui est colporté par les démographes notamment, qui ont une lourde responsabilité en tant que spécialistes dans l'appréciation que l'on fait de ce phénomène, c'est la France a toujours été une terre d'immigration. Ça n'est pas exact. Ça n'est pas exact. Bon, sans parler du type d'immigration que c'était, mais disons que entre les invasions barbares des 4e et 5e siècles après Jésus-Christ et le milieu du 19e siècle, la France, comme d'ailleurs beaucoup de pays d'Europe, n'a pas été une terre d'émigration,
n'a pas été une terre d'immigration, n'a pas non plus été une terre d'émigration. Les gens restaient chez eux beaucoup plus qu'on l'imagine. La France est effectivement une terre d'immigration depuis le milieu du XIXe siècle pour les besoins de l'industrie, les Belges, les Allemands, les Polonais, pour des besoins à main-d'œuvre, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, et ensuite, comme chacun sait, Algériens, Marocains, Tunisiens, puis Africains ont pris le relais. Alors venons-en maintenant à François. Je montre à nouveau la une de François de ce jour, lundi 12 mars 2007. Donc vous êtes Dominique Jammet, le directeur de la rédaction de François depuis un mois, et je vous avoue que cela m'a fait une très grande joie, non seulement parce que j'apprécie votre talent, mais aussi parce que voilà, enfin, et de nouveau, un journal réellement politique de plus en France. Cela manquait, et je suis redevenu un lecteur quotidien de François, et j'avoue que j'y prends grand plaisir, car les articles sont à la fois équilibrés, variés et complets, et on y voit la cohabitation, j'allais dire, de deux crocodiles dans le même marigot, mais vous m'avez dit que vous vous entendiez bien, c'est-à-dire vous-même et Gérard Carrérou, ce qui illustre quand même un proverbe que l'on pourrait inventer pour la circonstance, à savoir que pour faire un bon journal, il faut de bons journalistes. Un certain nombre de patrons de presse l'avaient oublié, je me réjouis que certains patrons de presse s'en soient souvenus. Donc, qu'avez-vous l'intention de faire de François, que vous venez de reprendre en main pour sa rédaction ? Il y a une idée qui n'est pas sotte du tout, mais qui n'a pas été prouvée. C'est sur cette idée que François a repris sa parution en juin dernier. Car François, après une longue descente vers les enfers, a fermé ses portes en avril dernier et ne reparaît que depuis juin dernier. Donc depuis moins d'un an, depuis 10 mois. Et l'idée du repreneur de François, Jean-Pierre Brunoy, est une idée qui se soutient sur le papier, qui est une idée qui n'est pas sotte. Il pensait qu'il y avait place en France pour un journal tabloïd de type britannique. C'est-à-dire beaucoup d'échos, beaucoup de people, beaucoup d'indiscrétions, beaucoup de faits divers, et quelques pin-up, puisqu'il paraît que c'est inséparable de ce genre de journaux. Je ne suis pas persuadé que ce soit faux, je ne suis pas persuadé non plus que ce soit vrai. Mais ce que l'expérience a montré, c'est que pour que un journal de ce type ait une chance de réussir, il y faut de l'argent et il y faut du temps. Et il y faut accessoirement une rédaction extrêmement nombreuse. En d'autres termes, le Sun ou le Daily Mirror ou le Bild allemand, qui tire à 2 millions d'exemplaires pour les 2 premiers nommés, et davantage pour le Bild, sont des journaux dont je ne partage pas la conception, mais qui s'appuient sur des rédactions considérables et qui effectivement ont dans les domaines people ou des faits divers des exclusivités, des informations, toute une surface, si vous voulez, que ne pouvait pas avoir François. Un journal populaire trash, sans moyens, sans rédaction, sans exclusivité, ça n'était pas une bonne idée, et de fait, cette idée a échoué. On m'a demandé, ainsi qu'à Gérard Carrérou, de nous intéresser à François, de formuler un diagnostic. Notre diagnostic a été celui que je viens de vous dire. Cette formule tabloïde, populaire, n'avait pas de chance de se développer si elle n'en avait pas les moyens. Et nous verrons bien d'ailleurs, d'ici quelques mois, ce qu'il en est, puisque Bild a l'intention de lancer en septembre, probablement, excusez-moi, entre juillet et décembre. Voilà. Donc, point moyen septembre, a l'intention de lancer un grand journal populaire, un grand quotidien populaire, en y mettant 120 millions d'euros, c'est-à-dire en pouvant entretenir à perte une rédaction de 200 personnes pendant 3 ans. C'est un autre projet. Et donc pour vous maintenant... Alors, sur la base d'un diagnostic négatif sur François tel qu'il avait été lancé, nous avons réfléchi et nous pensons et nous espérons, c'est un pari, nous pensons et nous espérons qu'il y a encore de la place, une place en France pour un journal de qualité et pour un journal politique. Voyez-vous, ça n'est pas du tout comment dirais-je, ça n'est qu'une coïncidence ou une convergence, mais c'est un peu en termes médiatiques l'équivalent de la démarche
de François Bayrou en termes politiques. Il est possible qu'il y ait place à l'heure actuelle en France pour un quotidien qui ne serait ni le quotidien de l'UMP ou le quotidien du PS, ou le quotidien de la gauche politiquement correcte et le quotidien de la droite républicaine, et un quotidien qui ne dépendrait pas non plus d'un des grands groupes industriels français, dont je respecte la réussite dans le domaine économique, mais dont je déplore l'ingérence dans les médias. En d'autres termes, un journal de qualité, ce qui ne veut pas dire ennuyeux, de qualité et indépendant, peut-être que cela a une chance de marcher, et on peut dire qu'il y en a un exemple, car le succès de Marianne, qui est véritablement un succès, Marianne a été fondée il y a 10 ans et vend maintenant au-dessus de 200 000 exemplaires en moyenne, c'est un succès. Le succès de Marianne s'explique certainement par la personnalité de Jean-François Kahn et son sens exceptionnel du journalisme, mais je crois que fondamentalement, essentiellement, le succès de Marianne s'explique parce que les gens se disent, vous avez raison, mais largement avec raison. Les gens se disent, oui, nous voyons bien, il y a les magazines qui dépendent de Dassault, il y a ceux qui dépendent de Bouygues, il y a ceux qui dépendent de je ne sais qui, ou il y a les magazines engagés politiquement, il y a les magazines, disons, sans ouverture d'esprit. Marianne est un journal indépendant, Marianne est un journal ouvert, et je crois que c'est pour cela que les gens en ont fait le succès. Et d'ailleurs, la comparaison que vous venez de faire avec la tentative de Bayrou est intéressante à double titre. D'abord parce que, en effet, une démarche indépendante semble dans le goût des Français actuellement, et deuxièmement parce que c'est quand même ce qui a fait l'essentiel de la réaction actuelle contre les médias. Les gens n'aiment pas les médias parce qu'ils n'aiment pas se faire intoxiquer. Et vous avez remarqué qu'à chacune des grandes crises politiques nationales, c'est toujours, et c'est normal, les médias et ceux qui les animaient, en tout cas en vedette, qui ont été pris en quelque sorte comme cible. Rappelez-vous, à la Bastille, El Kabash, Duhamel, voilà. Et donc, effectivement, excusez-moi, on peut considérer que nous sommes actuellement face à une tentative que nous allons suivre évidemment avec beaucoup d'intérêt, et je dois dire, pour ceux qui aiment la politique, et j'en fais partie, beaucoup de passion, parce qu'il est quand même intéressant d'entendre parler de politique et de lire de la politique. Donc c'est pour nous une très heureuse nouvelle, et j'espère que à une prochaine visite que vous ferez à notre télévision, vous pourrez nous annoncer des chiffres de lecture en large progression. Je pense qu'il doit nous rester quelques minutes actuellement, et donc nous allons encore aborder un autre sujet relatif à la presse, qui est ce fameux problème des gratuits. Nous avons encore à peu près 4 ou 5 minutes d'émission. Alors les gratuits, finalement, est-ce que ça n'était pas aussi une des causes qui ont fait qu'un journal trash ne pouvait pas vraiment trouver sa place, car après tout, des images et des nouvelles très brèves, vous les trouvez dans tous les gratuits maintenant. Donc, là encore, c'est peut-être un argument qui milite dans votre faveur. Entre Internet, la télévision, la radio et les gratuits, le public dispose très facilement, très largement, et sans bourse déliée ou en ayant l'impression de ne pas payer, je pense à la télévision, le public dispose de toutes les informations dans un délai extraordinairement rapide. Donc, si les journaux non gratuits ne savent pas répondre à cette concurrence, ils sont condamnés. Il leur faut un contenu éditorial. En fait, c'est ça la différence. La différence, c'est le contenu éditorial. C'est-à-dire que, exactement, c'est-à-dire que chaque fois que l'on travaille dans un journal, mais aussi bien chaque fois que l'on achète un journal, il faudrait pouvoir répondre de façon positive à la question extrêmement simple, mais au fond, quelle est la raison d'être de ce journal ? Et si on ne trouve pas de réponse, si ce journal n'a pas de raison d'être évidente, il est condamné. Voyez un journal comme Le Parisien aujourd'hui. Ce journal est ce qu'il est. Si je veux savoir ce qui s'est passé en France la veille, avoir une information tout à fait correcte, bien faite et complète, j'achète Le Parisien. Je ne lui demande pas plus, je ne lui demande pas moins, j'ai. Il a son créneau. Il a son créneau. Le Figaro garde une raison d'être, il faut bien le dire, c'est-à-dire que c'est comme depuis des décennies, outre le Carnet du jour, bien sûr, c'est une bonne raison d'acheter le Figaro, mais c'est le journal de
la bourgeoisie de centre-droit, de la bourgeoisie libérale, ou de ce qu'il en reste. Cette raison d'être est un peu masquée et affadie par le fait que le contraste entre les moyens dont dispose encore le Figaro, en termes d'argent et en termes rédactionnels, et le résultat est quand même affligeant. Si j'avais une rédaction de 200 personnes, j'aime mieux vous dire il y aurait plus de contenu dans le journal. Que ce serait autre chose, croyez-moi. Est-ce la faute des journalistes ou est-ce la faute de ceux qui les dirigent? Je vous dirais fondamentalement qu'il en est de même en politique et dans les médias. Pourquoi les Français n'aiment-ils pas la politique, n'aiment-ils pas les politiques? C'est parce que la politique et les politiques, depuis des années, ne leur donnent pas le bon exemple. Et, comment dirais-je, je suis hostile à Chirac, et très hostile à Chirac depuis très longtemps, pas depuis 15 jours ou un mois ou un an. Avoir un président de la République corrompu et inconsistant comme c'est ainsi que je vois Jacques Chirac, ça a été quelque chose de très démoralisant pour les Français. Les Français n'aiment pas leurs journaux. Et les journalistes n'aiment pas leurs journaux. Je n'ai rien contre Serge Dassault et je n'ai rien dans leur sphère, bien au contraire, contre Bernard Arnault ou François Pinault ou Lagardère. Qu'est-ce que ces gens-là viennent faire dans la presse, sinon s'en servir comme d'un levier d'influence, comme d'une carte de visite, comme d'une danseuse, mais faire un travail, mais demander à leurs journalistes de ne surtout pas faire leur travail de journaliste. Le Figaro, comme Le Monde, sont des journaux qui ont sérieusement baissé de tonus, baissé de contenu, au fur et à mesure que la part des propriétaires capitalistes s'y faisait plus importante, des actionnaires, de ceux qui réalimentent le journal, s'y faisait plus prépondérante. Comment peut-on imaginer qu'un journal comme Le Figaro ou qu'un journal comme Le Monde soit indépendant? Ils sont l'un la propriété, l'autre la quasi-propriété, enflouée constamment de quelques puissants actionnaires, qui laissent la bride sur le cou, en apparence, dans la quotidienneté des choses, à leurs journalistes, mais à condition que ceux-ci ne sortent pas d'un cadre. Pourquoi tous les journaux français sont-ils devenus progressivement politiquement corrects? Prenez le référendum fondamental sur l'Europe, où les Français ont voté non à une assez large majorité. 95% des journaux votaient oui, parce que sur un point aussi fondamental que l'économie de marché et que l'Europe, leurs patrons, évidemment, les ont tous fait rentrer dans le rang. Et on a là une distorsion énorme, prodigieuse dans une démocratie, entre l'apparence, l'écume, que sont les médias et la réalité profonde du pays. Il y a d'ailleurs eu, et ce sera, si vous le voulez bien, notre conclusion, un débat qui n'a jamais eu lieu, et même un débat a posteriori qui n'a pas eu lieu sur les raisons du non au référendum. On l'a constaté, certains ont dit que c'était le mécontentement ou autre chose. En réalité, ce référendum s'explique essentiellement par le fait qu'on a voulu faire deux choses en même temps et qui s'excluent mutuellement. La première, c'est d'ouvrir la France à l'Europe et au monde, et la seconde, c'est de maintenir son système social. C'était absolument impossible, il fallait des évolutions, les autres pays les ont faites ou les ont entamées, d'autres même ont fait radicalement les choses, la France n'a strictement rien fait, et j'adhère à votre conclusion que vous avez signée dans France Soir aujourd'hui, à savoir que le président de la République, au terme de 12 années de mandat, même avec 5 années de cohabitation avec M. Jospin, est grandement responsable de la stagnation française. Ce sera, si vous le voulez bien, notre conclusion, en remerciant beaucoup Dominique Jamais de nous avoir accordé ce temps très précieux, car quand on dirige une rédaction, on est très occupé. Bon vent à François, bon vent à vous-même, Dominique Jamais, et je l'espère à très bientôt. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Soyez heureux, portez-vous bien, et vive la France.